Bonjour à tous, bienvenue sur A News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Xavier Chauvin. Bonjour. Enchanté. Alors vous êtes Chief Executive Officer pour Data Genèse, SAS, fournisseur de solutions en cyber-investigation Deep Tech, spécialisé dans la conformité, la réglementation et la lutte contre la fraude. Et nous allons voir ceci juste après. Nathalie Féline, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, je rappelle que vous êtes présidente de Géomine, entre autres, vous avez d'autres activités, mais vous êtes présidente de Géomine et c'est à ce titre que vous venez à cette émission Top Sécu aujourd'hui. Géomine, société française de dépollution pyrotechnique terrestre et maritime. Alors je vais commencer par vous Nathalie, honneur aux femmes, on en a peu dans le milieu de la sécurité-sûreté, donc je vais commencer par vous. Alors je vais rappeler un petit peu votre parcours parce qu'il est quand même assez conséquent, assez riche. Vous avez été cofondatrice en 2001 de la société Civipol Conseil et cependant 15 ans DG, pendant 15 ans DG délégué. À ce titre, vous avez remporté des projets majeurs d'assistance aux États et puis en 2015, vous devenez DG délégué du groupe Risk & Co, puis DG de 2017 à 2020. Risk & Co, je rappelle, leader français du conseil et de l'ingénierie dans les domaines de la sécurité-sûreté, de la gestion des risques en France, mais également à l'étranger. Et puis, depuis 2017, vous êtes PDG de la société Géomine. Je rappelle également que vous êtes, Nathalie, que vous présidez la commission sécurité du J4 et que vous êtes colonel de réserve de la gendarmerie nationale. Voilà, alors vous êtes plutôt une femme de l'ombre, mais aujourd'hui, on avait envie de vous mettre en lumière. Alors, Géomine, comme je le disais, une société spécialisée dans la dépollution pyrotechnique terrestre, subaquatique, dont le siège social est à Sixfour, dans le Var. Voilà, créée en 2002, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Merci. Dans quel contexte? Donc, cette société, je la préside en effet depuis 2015. Enfin, je la dirige depuis 2015, créée en 2002. C'était l'une des premières entreprises qui a travaillé dans l'externalisation des services qui jusqu'à maintenant étaient, donc ce moment-là était dévolu à l'armée en fait. Donc, elle a été créée pour dépolluer les sites de l'armée, notamment les sites d'entraînement. Ouais. Donc, lorsque je suis arrivée en 2015, elle avait quelques grands contrats, comme la dépollution des sites de type Camp Juers. Tous les militaires ont fait, je pense, leur entraînement sur des sites de la Légion étrangère, à Camp Juers pour l'armée de terre. Et elle a une petite particularité, c'est qu'en plus, elle est composée, comme elle a été créée à Sixfour, avec les experts de Saint-Mandrier. En fait, elle est très, très forte dans le domaine subaquatique. C'est ça. Voilà. Vous employez essentiellement des anciens mineurs de la DGCGC. Tout à fait. Donc, des anciens démineurs de la Marine nationale, de la Direction générale de la sécurité civile, de l'armée de terre, évidemment, quasiment que des hommes, évidemment, sur cette partie-là, sur ce parti opérationnel. Et c'est une entreprise qui est donc très agile, qui reste une PME pour l'instant, donc, mais qui emploie essentiellement des anciens de la marine, enfin de l'armée. C'est ça, et qui ont une certification spécifique. Qui ont reçu des formations très qualifiantes, que l'on remet régulièrement à jour, puisqu'évidemment la réglementation est très contraignante, parce que vous travaillez dans un domaine dit pyrotechnique, donc en clair c'est le domaine de la bombe en fait, et des munitions. Des munitions de guerre. C'est pas juste les feux d'artifice. Tout à fait, c'est pas les feux d'artifice, mais c'est plutôt le domaine des munitions. On dit pyrotechnie parce que ça englobe, c'est très large. Et donc on manipule évidemment, entre autres, de l'explosif. C'est ça. Vous avez, au sein de Géomine, différents métiers pour qu'on puisse aller justement dans le détail, parce que quand on parle de spécialisation dans la dépollution pyrotechnique, effectivement, ce qui est bien, c'est de voir un petit peu tout ce que vous faites au sein de Géomine. Si vous pouvez nous décrire ces différents métiers. En fait, je dis souvent, c'est une société de travaux, en fait. Nous sommes avant tout une société de travaux, sous-marins ou terrestres. La vie d'un chantier de travaux, c'est d'abord organiser la préparation du chantier. Nous sommes appelés en général soit par les maîtres d'ouvrage publics ou privés, les aménageurs,
Par exemple, la Solidéo sur les sites du 93. Donc tous les terrains autour de Paris, notamment dans le nord de Paris, ont été bombardés. Les ports ont été bombardés. Donc on nous appelle, je le dis souvent, c'est un quadrillage de la mer ou du terrain. Donc on fait ce qu'on appelle une étude historique dans un premier temps. Ensuite un diagnostic avec des outils. Et lorsqu'on travaille dans ce domaine, on travaille sur des études. Donc d'ailleurs, nous ressortons du domaine de l'étude. Et ensuite, on travaille sur une problématique de travaux avec les maîtres d'ouvrage ou un assistant à maître d'ouvrage qui nous appelle pour sécuriser le chantier. Et si l'on trouve des munitions sur les terrains civils, nous appelons la sécurité civile. Sur les terrains militaires, nous avons le droit nous-mêmes de traiter ces munitions, comme disent très joliment les démineurs, de les pétarder. Ouais. Donc voilà la vie d'un chantier. On en trouve encore beaucoup. Je dis toujours, j'entends toujours qu'il reste, que l'on dit que 30% des munitions qui sont envoyées, soit par les avions, qui sont lancées, n'explosent pas. Donc, ça vous donne comme idée ce qui reste encore des premières guerres, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale en France et en Europe. Ouais. Mais ça vous donne une idée de ce qui va advenir sur les terrains, notamment étrangers, qui ont été bombardés récemment. Évidemment, on en reparlera peut-être tout à l'heure de l'Ukraine, tous les théâtres d'opération aujourd'hui que l'on voit. Voilà, donc effectivement, on a l'impression aujourd'hui que quasiment la majorité ont été découverts si on parle des anciennes guerres, mais finalement non. Il reste encore beaucoup à œuvrer dans les ports. Dans ce domaine. Notamment dans les ports, lorsqu'on pose des éoliennes en mer, aujourd'hui, tous les grands projets d'éoliennes en mer, il y a une problématique de cartographie de la mer, en fait, parce qu'on doit valider le fait que il n'y a pas de munitions dans les fonds. Et donc, nous avons des bateaux, on a beaucoup d'équipements. Et les personnels sont qualifiés pour ça, avec des problématiques de scaphandrier, de contraintes sécuritaires et réglementaires qui sont évidemment assez lourdes. Voilà, alors diagnostic, déminage, mais également la formation. La formation est un aspect très important au sein de Géomine. Tout à fait. En fait, Géomine est l'une des entités françaises qui a obtenu la certification de l'UNOPS, de l'ONU, il y a quelques années. Et donc, nous avons travaillé en formation au Mali, en Somalie. On se prépare très activement à aller en Ukraine. Donc, dans les prochains jours, nous attendons les premières notifications des contrats qui sont portés par en l'occurrence par la Direction générale du Trésor sur le Fonds de reconstruction Ukraine qui a été créé par la France, en l'occurrence par le président Macron, qui a très tôt mis l'accent sur ces aspects-là, et notamment sur le déminage. Et nous devrions être une des premières sociétés à obtenir l'un de ces contrats avec un de nos partenaires qui est Excel Robotics. Ouais. Nous aurions, la mise en œuvre des formations et la livraison de robots par notre partenaire industriel. Très bien. Alors, un dernier point dans les métiers. Alors, l'audit, vous en avez parlé. Le démantèlement et la destruction de ces stocks, comment ça se passe aujourd'hui? Tout à fait. Donc, un missile, ça se périme. Donc, les gouvernements, évidemment, les États qui achètent des munitions, ou à qui on offre des munitions, parce que les États étrangers offrent des munitions, et notamment en Afrique ou au Moyen-Orient, se périment. Et quelquefois, donc, nous auditons des stocks, des soutes, en fait, de munitions, qui sont dans des états vraiment très graves, très sensibles. Donc, nous avons des équipes qui auditent ces soutes. Lorsque l'on peut, on les démantèle et on les détruit sur site. Donc ça, on le fait. Nous sommes une des seules sociétés par rapport à nos concurrents qui sont plutôt des entités qui travaillent dans le monde des déchets ou des travaux publics qui ne font pas ce type de choses parce que d'une part, c'est assez risqué. C'est dans des problématiques de liaison avec des gouvernements étrangers qui sont très particulières. Et aujourd'hui, on a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Donc oui, on détruit les stocks. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dangereux. Et donc, quelquefois, les soutes explosent et nous avons une vraie valeur ajoutée dans ce domaine-là. Un métier à risque et bravo à vous. On va continuer justement sur aujourd'hui où vous en êtes juste après. Xavier, je me tourne vers vous. Alors, le risque, vous le prenez ailleurs, mais avant de parler de la société Data Genèse, vous aussi, vous êtes un petit peu un homme de l'ombre, mais on va aussi vous découvrir aujourd'hui. Donc, vous débutez votre carrière en 1996 en tant que project manager au sein d'Aviva Life Insurance. Vous êtes en Suisse. Vous allez rester en Suisse pendant quelques années, puisque vous êtes après Country Manager pour le Crédit Suisse, Development Manager pour la Aelod Technology Investments, donc en Suisse, Development Manager pour Genesis également. Vous êtes vraiment dans la data et la finance au départ. C'est un peu votre base.
Tout à fait. Alors, le monde financier est un monde technologique par essence. J'ai connu ce monde dans les années 2000, où on avait les années Internet, mais également pour les banques, c'était les algo-trading, le quantitative trading, donc tout ce qui était ultra-technologique. Finalement, la banque, c'est de la technologie. Que ce soit, j'étais responsable à l'époque de 25 milliards de flux en intraday, pas de stock, de paiement en intraday, également de transactions B2B pour le trading, en fait, de la banque, une filiale de la banque Credit Suisse, Fides Information Services. Et donc, c'est des technologies de très haut niveau. Et donc, l'expertise technologique est importante. Et c'est la naissance de l'expertise technologique, de la traitement de la donnée, de la cryptographie qui va ensuite suivre son chemin jusqu'au projet d'aujourd'hui, DataGenèse. Voilà, qui va vous emmener. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. En 2016, vous rentrez en France. Vous êtes Head of Economic Department and Vice President pour une organisation Euro-Ukraine. Oui, tout à fait. Là, le but, c'était de créer en fait un lien entre l'Ukraine et l'OTAN et de créer un lien entre l'Ukraine et les entreprises françaises pour que les entreprises françaises puissent se développer en Ukraine à l'époque. Donc mon rôle en tant que président de cette mission diplomatique enregistrée auprès de la communauté européenne, c'était de développer activement ces relations. Et quand on développe ces relations, on rentre en contact avec parce que je quittais le Crédit Suisse, et j'ai agi en tant que conseil beaucoup dans des défenses, parce que c'est toujours de la technologie finalement. Ouais. Et on entre en conseil pour les transferts de technologie, pour l'aide en fait à l'Ukraine dans ce contexte-là. Puis en 2017, vous êtes directeur des opérations pour une société au Luxembourg, la holding Invoxis. Tout à fait. En 2018, vous êtes CEO pour une société, Curtis & Hughes, en Suisse. Vous faites du conseil stratégique en opérations financières complexes et gestion des risques. Alors pour être plus spécifique et plus précis, en fait, je vais assister une grande famille dont je tairai le nom, en fait, qui représente des milliards d'actifs, qui avait un cash quiz et qui m'ont mandaté pour être le numéro 3 de leur groupe, pour gérer une guerre entre très gros actionnaires et trouver une solution à la fois non seulement financière, mais à la fois géopolitique et d'ingénierie financière et d'affaires publiques, on va dire, pour ce groupe-là. Concernant Airlock, je vous ai mentionné, c'était des activités dans le groupe, c'était des drones notamment avec le cluster allemand. Spécialisé avec l'État, la DLR. Il y a un cluster à l'est de Berlin, en fait, sur toute la partie drone et aéronautique. Donc on voit cette orientation petit à petit, comme vous le dites, il n'y a qu'un pas finalement à faire entre cette partie technique, data, finance et on va vers le management du risque et la technologie en tant que telle pure. Et c'est ainsi qu'en mars 2019, vous fondez DataGenèse. Et je n'ai pas rebondi sur Invoxis, et on va passer d'Invoxis à DataGenèse, parce qu'Invoxis était une famille qui avait besoin de céder son actif opérationnel, et j'ai fait le management de transition pour cette société. C'était du KYC, de la conformité, comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire vérifier les sanctions, vérifier les negative news, les choses très classiques dans la conformité bancaire, du fait de la régulation européenne. Donc, dans ce contexte, cette société a été cédée à Dun & Bradstreet, donc, qui a des licences. Donc, en fait, Natixis, private equity en réalité en France. Et puis, je connaissais Jean-Christophe à cette époque, mon associé, qui est un gendarme d'origine, qui a travaillé dans le renseignement, qui était intelligence officer pour l'ONU, qui a travaillé pour le BELAT, l'antiterrorisme, et dans le CIRASCO, le crime organisé également. Et on avait commencé à échanger à cette époque parce qu'il voyait très bien, on commençait l'analyse sémantique et on a été dans les premiers à tester BERT, les technologies BERT, les transformers, qui donneront plus tard GPT. Donc cette conformité qui permettait de l'investigation, on a travaillé avec l'ADIT à l'époque, nous ont fait comprendre que plus tard, on aurait un projet commun ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'est né DataGenèse. Voilà. Ce beau projet dans le domaine de la cyber-investigation, de la cyber-intelligence. Tout à fait. Donc DataGenèse, c'est pourquoi DataGenèse, en fait, je vais m'arrêter un peu sur la marque parce qu'il y avait beaucoup de données non structurées qu'on était incapable d'interpréter à l'époque. De plus en plus aujourd'hui on l'interprète, elles sont multimodales comme on dit, et quelle que soit la donnée, en fait, on les agrégeait pour les rendre compréhensibles auprès des décideurs, auprès des analystes, en fait. Donc, et aujourd'hui, DataGenèse est spécialisée en cyber-investigation. Alors, le mot renseignement, parfois, peut faire peur, même si nos cibles et nos clients sont à la fois les sphères étatiques et les sphères privées.
donc les grandes entreprises du CAC 40, par exemple. Et donc voilà, en fait, un petit peu le contexte. Vous avez une filiale aux Balkans. Alors on a signé récemment avec mon associé et nos partenaires locaux, on a signé effectivement les statuts de cette filiale aux Balkans. Et on va développer, ça fait partie de notre stratégie de croissance externe. La société est assez neuve, on a une traction très forte, le marché est très dynamique. Et verbatim nos clients, je ne me fais pas d'autopromotion, verbatim nos clients en fait, vous n'avez pas de concurrent, nous disent-ils. Pourquoi? Parce que vous fournissez du renseignement de qualité étatique. Voilà, donc c'est nos clients qui le disent. Et donc ça nous donne une traction très forte avec l'expertise, alors de mon côté technologique et à la fois corporate, bancaire et financière, et de mon associé qui donne un cadre dans le renseignement, un peu comme à l'image de Géos, quand Géos s'était créé. C'était quelqu'un de la DGSE avec un profil HEC Finance, en fait. Et c'est très enrichissant, en fait. On voit vraiment cette complémentarité qui va faire qu'effectivement, Datagenèse, et comme vous le dites, via les verbatims de vos clients, va monter en puissance de par un petit peu cette particularité et qui répond à des besoins pour lesquels il n'y avait pas encore forcément une réponse totale. Vos clients, vous en avez un petit peu parlé, des personnes des sociétés plutôt CAC 40, des entités privées essentiellement. Oui. Donc, privé et public, on va dire à 80% on est sur du privé pour l'instant, parce que comme la société est jeune, on a une phase d'accélération rapide, on est des métiers à forte marge, mais effectivement c'est du privé principalement, l'État. Voilà, et les solutions que vous apportez, vous avez une large gamme. Alors on l'a vu, tout ce qui est cyber-investigation, analyse des menaces émergentes dans le dark web et tout ce qui est service de veille stratégique et de protection également de personnalité dans les entreprises. Alors là, ça mérite une explication. Au départ, on était, comme toute entreprise, on pivote, on est agile et on se rend compte de la réalité du marché. Donc on était parti sur la cyber-investigation, même fournir un soft au départ. On s'est rendu compte que le client, finalement, il voulait le résultat, le service et l'explication, voire des conduites à tenir et du conseil. Et la cyber-investigation, de proche en proche, on s'est rendu compte que la demande, c'était un buzzword à l'époque dans le marché, c'était le monitoring, voulant dire la veille stratégique, plus que la veille stratégique, la veille sécuritaire de nos clients. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend l'exemple du VIP, ou un capitaine d'industrie, c'est veiller à la fraude identitaire, veiller à sa sécurité, donc c'est-à-dire renifler les réseaux sociaux, que ce soit avec sa photo, avec les mots-clés. On enregistre, en fait, on a l'ensemble de ses coordonnées, on a l'ensemble des mots-clés suivant la menace, et puis on va renifler le dark web, on va renifler les empreintes d'adresse email qui pourraient, le typo squatting, ce qu'on appelle les URL qui pourraient ressembler, etc., etc. Et puis les discours, haineux ou pas, et les discours qui circulent, que ce soit sur le dark web, le surface web, et là, ça donne des informations très intéressantes qui permettent d'intervenir, en fait, et de lever le niveau de risque chez le client. Alors, quand on a préparé l'émission, vous souhaitiez souligner que tous vos services respectent strictement le RGPD. Oui, alors ça, c'est important parce que c'est un métier où... je vais vous raconter une anecdote. On est sur la data. Oui, on est sur la data. Donc, je vais raconter une anecdote pour la narration à valeur parfois de très fort exemple. Lorsqu'on voulait vendre le soft avec Jean-Christophe, on a eu un sachant qui venait pourtant du renseignement, qui à la fin du rendez-vous, le soft est tellement puissant, on s'est dit, il nous a dit, mais est-ce qu'on peut taper le nom de ma femme? Donc finalement, on s'est dit, on ne peut pas mettre dans les mains de tout un chacun un outil aussi puissant. Parce que ça, même si on n'est pas responsable, être très vite, on va être notre image va être impactée. Donc on a gardé pour nous cette expertise, ce software, et finalement concernant la RGPD, quand on tape quelque chose, une requête, on a une traçabilité, on a un audit trail, une piste d'audit sur tout ce qui est fait, et quand on fournit en fait un rapport au client, il a non seulement effectivement le rapport avec des schémas de style Anacrime, qu'on connaît bien dans le métier, nos recommandations le cas échéant, et toutes les sources. Tout est sourcé. Et tout est sourcé, et nous,
pour prouver si jamais ça peut être chez le client parce qu'ils font n'importe quoi, on imagine toujours. Hein. Nous, en tout cas, l'humain étant souvent la faille, on le sait bien. On a une clé MD5 qui n'est pas une clé cryptographique très forte, mais en tout cas elle suffit pour nous, qui trace l'intégralité de nos actions en interne et qui permet de dire bah, voilà ce qu'on a fait. Et quand on trouve un mot de passe par exemple, qu'il soit sur une boîte mail privée ou une boîte mail corporate, on ne l'utilise pas. On le fournit au client, à charge pour lui ensuite. Mais le mot de passe nous permet de pivoter dans l'enseignement. Le mot de passe donne aussi des informations sur la structure psychologique de la personne qui a tapé le mot de passe parfois. Voilà. Très intéressant. Comme vous l'avez dit, hein, Xavier, une équipe expérimentée, c'est essentiel. Et puis aussi des partenariats solides. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces partenariats ? Oui, alors là, je vais rester un peu discret parce qu'on va les annoncer un peu plus tard, mais ils découlent de notre business model. Et je vais revenir à votre question primordiale. Donc, on vend des solutions SaaS pour le dark web, donc très efficientes, qui font partie, j'allais dire, des meilleurs du marché, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce qu'on a des accords transatlantiques, en fait, pour des gens qui travaillent pour des grandes agences internationales étatiques. Ensuite, bon, il y a notre service de prestation, j'allais dire. Et ces partenariats sont faits en très bonne entente. On échange de l'information, on fait du rétex et on consolide l'expertise. Et on représente ces gens-là progressivement en Europe et progressivement dans le temps en exclusivité dans toute l'Europe géographique continentale et notamment évidemment dans les Balkans, qui sera notre zone d'expansion en croissance externe. Et dans d'autres pays qu'on a prévus que je ne mentionnerai pas, parce qu'on va assez vite. Et de toute façon, on va parler justement de demain et de tout ce que vous prévoyez. En attendant, je reviens vers vous, Nathalie. Alors, Géomine, on l'a compris, hein, c'est une société aussi en pleine expansion. Et justement, vous venez de finaliser l'acquisition de EODEX, une société concurrente de la filiale de Sarpi Veolia. Tout à fait. Nous avons donc fait cette acquisition, en fait elle s'est réalisée en avril. C'est l'un de nos concurrents, plutôt en France. Donc ça nous a permis d'agréger, d'abord d'une part de recruter, c'est un vrai défi de recruter dans notre milieu. Puisque vous l'avez compris, il faut des qualifications très spécifiques. Et en plus, le risque, le côté risque. Tout à fait. Alors, donc, cette partie, ça nous a permis d'agréger une très belle équipe, puisque lorsqu'on était, avant l'acquisition, nous étions une quarantaine. Nous sommes passés à 80 et en début d'année 2025, nous serons 100. Oui. Ce qui montre voilà, donc le marché est là, il faut recruter, ça c'est un vrai défi. Et en effet, c'est une vraie réussite, puisqu'en fait, notre chiffre d'affaires, là, nous sommes en phase de finalisation évidemment de notre arrêté. Donc là, on a en fait, en début d'année, pour la petite histoire, nous faisions 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec l'acquisition d'EODEX et d'une part l'agrégation des deux chiffres d'affaires, mais au-delà de l'effet de levier, on est quasiment à 14 millions cette année, presque qu'en France. Une belle progression. Ouais, c'est une très très belle progression. Et on s'attend dans les 3 prochaines années à dépasser dès 2025 quasiment 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est sur notre marché, je le redis, c'est un marché de niche. C'est un petit marché en France, ce qui est énorme. Donc il va falloir... nous sommes en cours de structuration. La fusion sera effectuée en fin d'année. J'ai une directrice générale, vous avez parlé de vos collaborateurs, à qui d'ailleurs je dois rendre, avec qui je travaille depuis la période Civipol, qui est une jeune femme, qui est la directrice générale de Géomine, qui s'appelle Éléonore Forger. On fait une sorte de binôme. La confiance est importante, c'est essentiel. On le voyait tout à l'heure par rapport à et j'ai un codir incroyable qui donc d'ailleurs a accueilli certaines personnes qui étaient chez EODEX. La directrice de la Géophie. Nous avons une très très grosse équipe de Géophie, parce que vous l'avez compris, on a une problématique d'études. Il n'y a pas que du déminage. Hein. Le déminage, ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de services. Donc une très très belle équipe avec une énorme progression. Donc un bel enjeu pour les 3 prochaines années de développement. Vous avez parlé, Nathalie, tout à l'heure, vous avez cité quelques références, hein, Solideo, le port du Toulon. À l'international, vous avez un petit peu parlé du Mali, de la Somalie. Est-ce que vous pourriez revenir sur la partie Cameroun, où vous avez lancé la première tranche d'un cycle de formation? Nous avons donc, avec le concours de la DCIS, de la Direction de la coopération internationale de la sécurité du ministère de l'Intérieur, là aussi, je veux vraiment rendre hommage, en l'occurrence, à l'attaché de sécurité, et avec qui nous avons très bien travaillé, et l'ambassade de France, notamment M. Thierry Marchand, qui nous a beaucoup appuyé. C'est un vrai très beau programme de formation que l'on a mis en œuvre cette année.
en 2024. Donc là, on vient de terminer la première tranche pour former des policiers camerounais à la détection des IED, des engins explosifs improvisés. Et donc, pour le compte de la police camerounaise, avec une équipe qui a travaillé avec des rotations, on a mis en œuvre ce premier projet en 2024. Ça devrait se poursuivre en 2025 et en 2026. Donc, c'est très concret. C'est vraiment pour nous une très belle, j'allais dire, d'une part une opportunité, un modèle de travailler avec l'ambassade de France pour qui c'est la continuité de l'expertise technique de la France. C'est un peu ce que je faisais chez Civipol. Donc naturellement, j'allais dire, j'ai retrouvé mes réflexes. Vous avez finalement utilisé votre expertise que vous avez... Et c'est un peu le modèle ce qu'on va faire également en Ukraine. Oui, c'est-à-dire transférer le savoir-faire français. On dit beaucoup de choses souvent on se projette, on ne parle que du négatif. Je veux le redire, je le disais déjà chez Civipol, on a une très très belle expertise technique française. Ouais. Là, je parle de déminage, que nous pouvons exporter. On se plaint tellement d'un certain nombre de choses que là, en l'occurrence, je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus. Vu de l'extérieur, on peut exporter le savoir-faire français dans beaucoup de domaines, dans l'assistance technique, en fait, là, en l'occurrence, dans le domaine du déminage, et on a une vraie valeur ajoutée par les services étrangers. Alors, quand vous parlez d'exportation, justement, Nathalie, dans vos perspectives pour les prochaines années, vous le dites, votre souhait, c'est de pouvoir déployer, dès le début de l'année prochaine, à l'export, à peu près, un certain nombre de personnes et qui va représenter 40% du chiffre d'affaires. On le voit là Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. On doit... alors, l'export, le grand export, comme l'appellent les industriels de l'armement, c'est très long en avant-vente. Je l'ai vécu au moment de Civipol, je l'ai revécu avec Riskenco. Vous pouvez travailler sur des projets pendant 2 à 3 ans. Là, les projets qui entrent en vigueur, qui vont entrer en vigueur en 2025, pour certains, nous sommes en avant-vente depuis 5 ans. Ouais. Et donc, il vous faut 3, 4, 5 ans pour mettre en œuvre des projets. Donc ça, j'allais dire, avec Éléonore Forget, on a cette expérience-là. Ouais. Et là, on entre en vigueur. Enfin, les projets vont être réalisés en 2025. Pour certains, je vous le dis, donc ils sont en préparation depuis longtemps. Et l'objectif étant, dès 2025, que la partie export représente 40% au moins du chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros en 2025 prévu, en fait. Voilà. Ouais. Une belle progression. Ouais. Alors, effectivement, on voit les enjeux et en même temps, cette réussite, quelque part, on peut le dire, de Géomine sur un marché de niche, mais qui montre ô combien les enjeux sont importants et en même temps... où il reste encore beaucoup à faire. Xavier, de belles perspectives aussi pour Data Genèse. Oui, absolument. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur les propos? Mais bien évidemment, nous sommes là aussi pour débattre et rebondir. Voilà, donc ce que Nathalie soulignait, je voudrais faire une petite mimésie. Vous avez mentionné la confiance. Oui. On est dans un métier, même si on est dans la technologie, dans un métier humain. Et les rendus et la discrétion, le traitement de l'information qu'on va avoir vis-à-vis de nos clients et la confidentialité de leurs données et de l'ensemble de ce qu'on va faire est critique en fait. Hein. De la même façon, j'ai noté les recrutements qui sont complexes, très complexes en fait, dans notre métier également, parce qu'il faut une structure mentale, il faut savoir se comporter, savoir être en fait. Être étanche, ne pas être vulnérable, ne pas avoir trop de leviers sur qui les gens pourraient avoir des actions. Donc je rebondissais sur vos propos et donc voilà, c'est cette petite mimésie que je voulais souligner qui est importante. Bien parce sûr. Que vous êtes dans un métier d'expertise, on est dans un métier d'expertise et dans un métier très technique et alors l'osine c'est pas de niche, mais quand on l'exerce de façon très professionnelle, ça reste de la niche. Parce que il y a des déploiements techniques, il y a des structurations et il y a des méthodologies qu'on a que les clients n'ont plus l'habitude de voir. Je pourrais donner un exemple tout bête, c'est quand on remet par exemple un rendu, on va prendre une clé USB qu'on met dans une poche Faraday, on met un scellé. Et pour qu'il n'y ait pas de contamination de la clé, parce qu'il y a des dispositifs dans les grands groupes, les entreprises, où on peut être intercepté à un moment, on va remettre le rendu au directeur de la sûreté ou à un C-level, un membre du board, directement dans ses mains. Et là, on décèle en fait les découvertes. Donc cette rigueur
est appliqué vraiment, que ce soit pour la RGPD, dans les remises, dans les recherches, les probabilités de ce qu'on donne, et on a de la chance, on est beaucoup dans du 1 pour 1, ça tue 100%, et on donne les probabilités, donc on a cette rigueur-là, et quand je vous entends parler... Et qu'on retrouve effectivement, voilà, confiance et rigueur, voilà. ce sont deux termes importants. Surtout que c'est des métiers qui ont des conséquences. Ce qu'on dit n'est pas sans conséquences, et ce que Nathalie fait n'est pas sans conséquences. On est bien d'accord. Pour terminer, Xavier, pourriez-vous nous expliquer votre croissance, votre stratégie de croissance, aussi bien en interne qu'en externe? Absolument, Virginie. Alors, en interne, on va continuer à faire de la R&D. Cette année, on va développer une plateforme très, très spécifique pour obtenir encore plus de renseignements et de corrélations. Dans ce contexte, on va, sur le premier semestre de l'année 2025, opérer une levée de fonds pas très, non significative, enfin, importante, mais non significative par rapport aux stats des grandes banques d'affaires, etc. Mais néanmoins qui va répondre à un besoin d'accélération de la société pour garder toujours des barrières à l'entrée, un timing, un temps d'avance en fait sur les concurrents. Et ça, c'est la croissance interne. Oui. Garder ce temps d'avance en technologie, on est dans des métiers à forte marge, mais on conserve ces fortes marges uniquement si on est rapide. Uniquement si on est rapide dans l'exécution, si on est rapide dans le choix des technologiques et on ne se trompe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en tant que dirigeant, Jean-Christophe et moi, on passe un temps considérable à l'écoute du marché, aux tests de solutions, au discours avec des partenaires pour comprendre ce qui se passe. Et une anecdote, quand vous faites une requête, par exemple, sur une API, je ne donne pas de nom, vous ne savez jamais qui est derrière. Parfois il y a des faux nez. Et si on a eu des cas d'influence étatique, je n'aimerais pas, mais vous pouvez réveiller l'ennemi en face et il sait qui vous allez cibler, en fait. Voilà. La croissance, pour poursuivre votre question, d'ailleurs, je fais des digressions, pour poursuivre votre question, sur la croissance externe, on mentionnait effectivement les Balkans. Donc cette frontière occidentale des Balkans, via la France, qui est une zone stratégique, donc on va être dans la zone OTAN. On sait qu'il y a des influences, il y a la Serbie avec la Chine et d'autres pays qu'on connaît bien, mais je ne vais pas faire de la géopolitique sur ce plateau. Et puis on a prévu en deuxième semestre de l'année qui vient une autre implantation dans un autre pays étranger que je ne nommerai pas, mais qui est autour de la Méditerranée. Voilà, très bien. Et puis, vous souhaitez vous positionner comme leader européen de l'OSINT. Voilà. Et même si on est une jeune société, on a une exécution forte, une confiance de nos clients et une confiance de nos actionnaires. Et je tiens à les Et on l'a bien compris, ce qui vous réunit tous les deux, en dehors du fait que vous êtes des personnes de l'ombre, comme je le disais en préambule, et on vous a mis en lumière parce que vous le méritez aujourd'hui, la confiance et la rigueur, c'est, je pense, ce qui vous rassemble tous les deux dans vos entreprises. Et je voudrais remercier aussi mon associé, qui n'est moins l'homme de l'ombre, malgré son passé de l'ombre précédent, qui a en public affaires et très présent et qui nous aide à développer la société très fortement. Merci Nathalie et Xavier d'être venus sur le plateau aujourd'hui pour l'émission Top Sécu. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Anus Sécurité et à très bientôt pour une nouvelle émission.